Bonjour. Bonjour. Actuellement, je fais cette vidéo pour répondre à plusieurs de mes abonnés qui m'ont posé des questions vraiment pertinentes. Certains m'ont demandé si je connaissais Charles Onana, mon compatriote camerounais. Ce compatriote camerounais a fréquenté à la Sorbonne. La Sorbonne est l'une des plus prestigieuses écoles de formation en France. Il a soutenu une thèse sur le Rwanda. Il est d'abord journaliste, aujourd'hui enseignant. Il est auteur de plusieurs publications de documents. Et personnellement, je voudrais apprécier un peu le travail qu'il a fait. Le travail de mon compatriote camerounais, Charles Onana, est un travail franchement remarquable. On m'a dit, j'ai fait des recherches sur ces documents, et franchement, il a fait quelque chose d'appréciable. Et il a attiré mon attention sur quelque chose de vraiment pertinent. Dans mes vidéos, je parlais d'une justice inclusive et d'une justice réparative. La question que je dois me poser aujourd'hui, c'est: y a-t-il vraiment eu, après avoir lu le document, après avoir eu un aperçu du document ou des travaux de mon compatriote Charles Onana, la question qu'il vient me poser, c'est que y a-t-il vraiment eu une justice réparative au niveau du Rwanda? Après le génocide de 1994 au Rwanda, y a-t-il eu une justice réparative et une justice inclusive? A-t-on partagé les torts à tout le monde? Est-ce que tout le monde a reconnu ses responsabilités? Selon lui, il pense que la justice a été, donc selon notre compatriote, selon mon compatriote camerounais, bon, en fait, il est franco-camerounais, mais au niveau du Cameroun, soit il est français, soit il est camerounais, parce que au niveau du Cameroun, on ne reconnaît pas pour le moment la double nationalité, donc je suppose comme ça. Il a posé des questions vraiment pertinentes. Est-ce que, par exemple, parce qu'il y a eu un conflit, les Hutus étaient au pouvoir, mais on a parlé d'un génocide Tutsi, Tutsi. On parle de plus de 800 000 Tutsis qui ont été tués en moins de 100 jours. Mais combien? Les Tutsis, est-ce que les Tutsis étaient un peuple pacifique qui se laissait tuer, qui appliquait la loi du Christ, qui disait: si on te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Donc si on tue ton père, tu présentes ton enfant, ou bien tu te présentes pour te tuer aussi. Est-ce que les Tutsis ne cherchaient pas aussi à se défendre? Est-ce que les Tutsis, parce que lorsqu'on parle d'une justice inclusive et réparative, c'est une justice qui demande que tout le monde participe à la construction d'une justice sociale, à la construction d'une paix sociale, que tout le monde participe et que chacun reconnaisse ses responsabilités, son tort dans ce qui est arrivé, que chacun demande pardon à celui qui l'a offensé, et que à la fin, que les offensés, ceux qui offensent puissent demander pardon, aux gens qu'ils ont offensés. Voilà par exemple ce qu'on attend d'une justice inclusive et réparative. Il ne s'agit pas d'une justice uniquement pour punir. Et mon compatriote Charles Onana a posé un véritable problème. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir, par exemple, qui étaient les Hutus, ont été jugés? Beaucoup d'entre eux ont été condamnés par la justice internationale parce que mon compatriote Charles Onana attire mon attention, il attire l'attention de tous ces lecteurs, de ceux qui le suivent, sur le fait que cette justice, traitée par l'opinion internationale, traitée par les organisations internationales, l'opinion internationale n'a pas réglé le problème. C'est-à-dire, les organisations internationales n'ont pas résolu le problème comme il le fallait. On a choisi un camp qu'il fallait sauver et détruire l'autre camp. Est-ce que les Hutus, eux aussi, ne sont pas des humains? Ça, c'est le problème que Charles Onana pose dans ses ouvrages, dans ses documents, dans sa thèse. Parce qu'il a fait une thèse purement sur le Rwanda.
Et vous voyez, il a été condamné par la France en 2024. En décembre 2024, il a été condamné par la France. Lui et son éditeur, je crois, lui devait payer quelque chose comme, je crois, 8 000 euros. Et son éditeur devait payer, je crois, c'est 5 000 euros. C'est quelque chose comme ça. Par la justice française. Parce qu'on dit que il est en train de contredire, qu'il est en train de nier le génocide qu'il a eu. Quelque chose qui est reconnu au plan international. Mon compatriote nie cela. Or, le problème qu'il pose est un problème pertinent. Par exemple, au niveau du Rwanda, il n'y a que eu les Tutsis qui avaient été tués. N'y a-t-il pas aussi eu les Hutus qui avaient aussi été tués? On parle de plus de 2 millions de déplacés de Hutus qui ont été déplacés au niveau de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire au niveau de l'Est de la RDC. Parce que la personne qui m'a posé, mon abonné, qui m'a posé le problème, a attiré mon attention sur le fait qu'il fallait que je lise Charles Onana, mon compatriote. Et je lui tiens, franchement, un coup de chapeau pour cela. Et je voudrais le remercier, c'est-à-dire mon abonné la personne qui me suit, qui a attiré mon attention sur le fait que il fallait que je lise l'ouvrage de mon compatriote. J'ai essayé d'avoir comme l'essentiel de ses ouvrages, l'essentiel, la quintessence de ce qu'il a écrit, de sa thèse, la thèse de mon compatriote Charles Onana. Donc, le problème est posé. Pour moi, il ne s'agit pas de défendre soit les Tutsis, soit les Hutus. J'ai bien parlé d'une justice restaurative et inclusive. J'ai parlé... Mon problème, c'est que quoi? C'est que les gens m'excusent. Je ne sais pas si j'offense en prenant une telle position les habitants de la RDC. Non. Ne pensez pas que je suis en train de vous offenser. Moi, je pense et je crois que la RDC devait être un très grand pays en Afrique, devait être un moteur de développement, devait être comme une locomotive pour le développement de l'Afrique centrale, du grand ensemble Afrique centrale ou Afrique australe, surtout l'Afrique centrale. En fait, normalement, le Congo, la République démocratique du Congo devrait être un peu comme le Nigeria. Et j'ai bien comparé dans mes précédentes vidéos ce pays-là, c'est-à-dire la RDC, à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie. La RDC devait être parmi les pays les plus avancés, les plus développés. Il a parlé de l'Holocauste au Congo. C'est-à-dire depuis des années. Vous avez vu par exemple, on va tabler un peu, essayons de comprendre un peu le problème de mon compatriote. Il pose un problème sérieux. Lorsque Paul Kagame, lorsque le président Yoweri Museveni aide Laurent Désiré Kabila à entrer au Congo, des personnes sont tuées. Les habitants du Congo sont tués pendant leur marche. Il y a des combats, il y a des déplacés, il y a des personnes, il y a des crimes de guerre. Il y a plusieurs crimes, mais personne. Et c'est là où mon compatriote attire l'attention de l'opinion internationale, de la communauté internationale, sur les injustices qui sont commises et qui sont tolérées lorsqu'il s'agit des injustices d'un camp. Et lorsqu'il s'agit de l'autre camp, qu'on les pénalise. Ils sont pénalisés, ils sont stigmatisés, ils sont pointés du doigt. Voilà ce dont mon compatriote défend dans sa thèse. Il parle d'un problème d'injustice, qu'il y a toujours un camp qui est soutenu et l'autre camp est abandonné à lui-même. Lorsque Laurent Désiré Kabila entre à l'est du pays, étant soutenu par l'Ouganda et le Rwanda, il y a des exactions à Goma, il y a des exactions tout au long de leur chemin pour arriver à Kinshasa. Et même à Kinshasa, ils ne sont pas passés, il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises par l'armée ougandaise lors de leur pénétration pour récupérer Kinshasa en 1997. Et même avant cela. Et toutes ces personnes n'ont pas été inquiétées. C'est-à-dire que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit le président Yoweri Museveni, que ce soit Paul Kagame. Aucune de ces personnes n'a répondu des actes, des exactions causées
par le déplacement. Et c'est de ça que parle mon compatriote Vincent, qu'est-ce qu'il dit? Mon compatriote Charles Onana, c'est pas Vincent Onana, c'est Charles Onana. Donc, en fait, le problème qu'il pose dans sa thèse est un problème très pertinent, est un problème vraiment pertinent. Et il faut que l'opinion internationale cesse de regarder un camp et de victimiser uniquement un camp et regarde aussi l'autre camp. Paul Kagame, c'est vrai, dit qu'il fait une justice restaurative. Moi, j'apprécie Paul Kagame parce que il a réussi à faire de son pays un pays qui progresse, un pays qui évolue. Il a fait créer des entreprises dans son territoire, c'est-à-dire au Rwanda. Il y a des entreprises qui enrichissent les minéraux comme tels que le coltan, tels que le cobalt, tels que le lithium, tels que l'or, et qui font en sorte qu'on obtienne des produits qui ont plus de valeur. C'est vrai. Les gens m'ont demandé, est-ce que le Rwanda possède des minéraux? Je dis oui. J'ai fait une vidéo avant ça pour citer au moins 3 provinces du Rwanda qui possèdent. On dit que le Rwanda n'est que 26 000 km². C'est pas parce qu'un pays est petit qu'il ne possède rien. Et on doit savoir une chose, c'est que le Rwanda possède les minéraux. C'est vrai que les véritables questions qu'on doit se poser, c'est que quel est le système de vente, d'achat des minéraux à l'est de la RDC? Est-ce véritablement le Rwanda qui exploite les minéraux? Il y a les Chinois, il y a les Occidentaux, il y a plusieurs, je vous ai parlé de plus de 200 milices qui se trouvent au niveau de l'est du Congo. Plus de 200 milices. Et là-bas, il y a les sociétés de gardiennage, les sociétés de gardiennage qui jouent en même temps le rôle de milice. Et j'ai dit, en temps normal, le pouvoir de Kinshasa devait s'arranger à équilibrer. Parce que tant que j'attire votre attention, en fait, les gens auraient pensé que je soutiens le président Paul Kagame. Non. J'apprécie, j'admire le président Paul Kagame. Et pour beaucoup de raisons. C'est parce qu'il a décidé de défendre une minorité qui se trouve en RDC. C'est le peuple Tutsi. Et il faut comprendre une chose. C'est que, selon moi, le président Félix Tshisekedi devrait demander son aide. Devrait demander l'aide du président Paul Kagame. Devrait lui demander les conseils. Devrait, parce que chaque fois, il faut aller auprès du sage pour prendre des connaissances. Paul Kagame peut l'aider à ouvrir son pays à un véritable développement. Il a un pays qui est vaste. Je parle de Félix. Félix a un pays qui est vaste. Il a un pays qui est grand. Il a un pays qui est peuplé. Le Rwanda n'a que 16 millions d'habitants sur 26 km². Mais il faut savoir, ce n'est pas la grandeur d'un pays qui fait son développement. On peut avoir un pays qui est grand, mais si on ne sait pas s'y prendre. Et vous avez vu par exemple ce qui s'est passé à l'ONU. J'ai parlé de ça dans l'une de mes précédentes vidéos. C'est désolant ce que le ministre des Affaires étrangères a fait au niveau de l'ONU. Elle a sué la RDC. Et je crois que la RDC mérite mieux. Vous allez m'excuser, c'est parce que moi j'aime beaucoup la RDC. Mon souhait, c'est de voir la RDC ici parmi les plus grands de ce continent. La RDC ici parmi les plus grands de ce monde. La RDC a le potentiel. Et il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas parce que la RDC possède des minéraux. Ces minéraux peuvent être transformés. C'est que, par exemple, le président rwandais pense de la sous-région, pour tout ce qui fait que je soutienne ce monsieur, que je l'admire, que j'apprécie, c'est qu'il défend la minorité Tutsi, qui se trouve partout. Et que la plainte qu'il pose, c'est que cette minorité Tutsi est constamment piétinée, dominée, massacrée. Et le peuple et le pouvoir de Kinshasa ne réagit pas. Les milices locales, c'est-à-dire au niveau de l'est de la RDC, ont souvent à commettre des crimes
et parfois des crimes graves, des injustices par rapport à ce peuple Tutsi. Et très souvent, le peuple, le pouvoir de Kinshasa ne réagit pas. C'est ça qui fait que c'est cela qui serait à l'origine des actions de Paul Kagame. Et Paul Kagame l'a dit, il est clair là-dessus. Tant que cela va continuer, c'est-à-dire tant que ces injustices vont continuer au niveau de la RDC, alors il faut s'attendre à tout. Et on a demandé par exemple au secrétaire général de l'ONU, Guterres, je crois. On lui a posé la question, je crois, je pense que c'est un journaliste français qui lui posait cette question-là. Est-ce que le Rwanda soutient le M23? Sa réponse c'est que les armes ne se fabriquent pas dans la forêt. Faut-il encourager l'économie de la guerre? Je précise bien que par rapport à ça, mon compatriote Charles Onana a parfaitement raison. Le problème qu'il pose est un problème sérieux. Le problème qu'il pose, c'est-à-dire, il ne faut pas victimiser un camp. Il faut regarder le problème de façon crue, de façon objective. Il ne faut pas choisir un camp qu'il faut défendre. Parce qu'on a l'impression ici que l'opinion internationale a un côté, qu'il a déjà choisi son camp, que les organisations internationales, l'ONU, a un côté déjà choisi. On a l'impression que tout le monde soutient le Rwanda, tout le monde soutient Paul Kagame. Mais est-ce qu'il s'agit véritablement de ça? Est-ce que Paul Kagame est vraiment soutenu par l'ONU ou par les organisations internationales? Guterres a dit que Kagame ne fabrique pas les armes. Ces armes proviennent d'où? Et vous savez aussi qu'il faut voir ce problème-là autrement. Paul Kagame est l'une des personnes qui envoie constamment ses troupes à l'étranger pour le maintien de la paix. Il a envoyé ses troupes, entre autres, en Centrafrique, en République centrafricaine, pour le maintien de la paix. Donc, et vous n'oubliez pas aussi que c'est toujours ce même Paul Kagame qui a aidé à arrêter, je crois que c'était en 2009, les premières personnes qui ont créé la rébellion au niveau de l'Est du pays en 2006. Et c'est en 2012 que cette rébellion va être nominée ou bien va être baptisée le M23. Il ne faut pas oublier que Kunda, le général Kunda, avait été arrêté par Kagame. C'est Kagame qui a participé activement et qu'en 2013, pour que la RDC puisse gagner le M23, c'est Paul Kagame qui a soutenu l'armée congolaise. N'oubliez pas. Je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas aveuglement Paul Kagame. J'apprécie l'homme. J'apprécie ce qu'il a fait comme chef d'État. Il n'est pas facile pour un chef d'État de faire en sorte qu'il y ait la paix dans tout son territoire. Il y a une personne qui m'a parlé des droits de l'homme. Je suis d'accord avec vous. Peut-être pour le moment, les droits de l'homme ne sont pas véritablement respectés au niveau de la RDC. C'est vrai. Mais une chose après l'autre. Parce que pour faire un véritable développement, il faut d'abord une stabilité politique. Il faut d'abord qu'il y ait de la paix. Pour que les vrais investisseurs puissent être sûrs que leur argent ne va pas se perdre comme ça. Donc je voulais simplement attirer l'attention de mon abonné ou bien de la personne qui suit constamment mes vidéos et qui a intervenu dans le commentaire sur le fait qu'il disait que Paul Kagame cherche la paix. Que j'ai lu le document de Charles Onana et que je vais continuer à lire. Bon, en fait, pas que j'ai lu, j'ai eu un résumé de ces documents et je vais continuer à faire des recherches sur Charles Onana. Et je crois que j'ai bien dit, j'ai bien précisé que ce que Charles Onana a défendu dans sa thèse est une chose sur laquelle il faut véritablement se pencher. Il a parfaitement raison, Charles Onana. Et je pense que la justice française devait revoir les décisions de justice qu'elle a prises. Parce que la justice française ne peut pas condamner une personne parce qu'elle dit la vérité. Parce qu'elle a simplement demandé qu'on regarde aussi l'autre côté. Parce que cette personne a remis en cause l'histoire. L'histoire qui a choisi un camp
qui a choisi un côté, le côté de l'ONU, le côté des institutions internationales, le côté de l'Occident, le côté des oppresseurs. Je crois, Charles Onana a bien raison, j'ai bien dit, il a parfaitement raison. Et je pense que ceux qui n'ont pas encore eu à lire peut-être les documents ou la thèse de Charles Onana peuvent le faire. Je voudrais encore m'excuser dans cette vidéo parce que personnellement, les gens vont me demander, mais pourquoi est-ce que vous avez tendance à soutenir un diable tel que Paul Kagame? Non. Vous devez comprendre une chose. Personnellement, je soutiens le développement, je soutiens la paix, je soutiens la justice sociale inclusive et restaurative. Je soutiens tout ce qui permet d'humaniser, qui permet à l'humain d'être plus grand. Je n'accepte pas les complots. C'est l'élite, c'est le pouvoir corrompu. Parfois de lui aider ce que je ne soutiens pas. Ce sont les élites corrompues, des personnes qui sont des traîtres, qui ne font rien pour développer leur pays et qui sont là assis sur les chaises à attendre que les autres puissent travailler pour qu'ils puissent manger. Et c'est ça que je refuse. Paul Kagame est un travailleur. Et rien que pour ça, j'ai une admiration particulière pour lui. Il s'est battu pour le Rwanda. Il s'est battu à construire un pays stable et émergent. Le Rwanda est un pays qu'on devrait franchement soutenir. C'est vrai que on a l'impression que l'ONU ou les organisations, les institutions internationales ont choisi leur camp. C'est le camp des Tutsis. Maintenant, au détriment du peuple Hutu. C'est le camp des oppresseurs. C'est le camp des oppresseurs. C'est le camp du Rwanda. C'est le camp du M23. Personnellement, vous avez vu dans mes vidéos, j'évite autant que possible de donner un soutien particulier au M23. Je ne peux pas donner un soutien, je ne peux pas encourager un mouvement rebelle, peu importe sa nature. Je ne pourrais jamais soutenir un mouvement rebelle, peu importe sa nature. Mais je soutiens Paul Kagame, je ne le cache pas. C'est un homme qui a toute mon admiration. Vous allez m'excuser si je parle ainsi. Paul Kagame, c'est une personne, pour moi, que j'admire beaucoup. Parce qu'il a une détermination à faire avancer son pays, à faire avancer sa sous-région. Il participe à l'instauration de la paix partout. J'ai dit, vous avez vu en Centrafrique, il envoie des contingents constamment pour le maintien de la paix. Et rien que pour ça, il faut l'admirer. Paul Kagame cherche la paix. Il ne cherche pas les problèmes. Et je crois que selon moi, il faut que le président Félix Tshisekedi fasse des efforts, même dans les coulisses, pour rencontrer le président Paul Kagame, qui ne s'attendent pas à rencontrer le président Paul Kagame de façon officielle, même de façon officieuse. Il peut le rencontrer, il peut poser son problème. Je crois que Paul Kagame pourra l'aider. Peut-être ce qui a fait que l'ONU ou les institutions internationales puissent soutenir les Tutsis et non les Hutus, puissent défendre les Tutsis et non les Hutus, simplement parce que les Hutus possédaient les moyens d'État. Ils ont utilisé les moyens d'État pour acheter des armes et pour opprimer les Tutsis. Voilà peut-être la raison. Parce que on veut faire comprendre aux autres qu'il ne faut pas utiliser les moyens de l'État pour l'oppression du reste du peuple. C'est vrai. En fait, on devrait tenir compte aussi des Tutsis, punir les Tutsis qui ont eu à poser des actes. Mais là, par exemple, est-ce qu'on va dire qu'il y a eu légitime défense? Je ne pense pas. Parce que pour une justice restaurative, chacun doit reconnaître sa faute. Mais il y avait par exemple ici, dans ce cas, une détermination à la survie. C'est un peu comme le peuple d'Israël qui doit se défendre pour survivre, pour exister. Donc voilà peut-être les raisons que les Tutsis sont sortis pour échapper au mailles du filet. C'est peut-être ces raisons-là qu'ils ont eu à émettre. C'est donc peut-être pour cette raison-là, que les Tutsis n'ont pas été jugés. Mais en fait, normalement, pour une justice restaurative, on devrait tenir compte
de chacun. Et je voulais préciser que c'est vrai, les Hautes ont utilisé les moyens d'État, les moyens de l'État, toutes les institutions, l'armée, la police, tout ce qui appartenait à l'État rwandais pour l'oppression, les armes, tout, les avions, les moyens de l'État, bref, a aussi parlé, a accusé Paul Kagame d'être à l'origine de la mort de l'ancien président du Rwanda avant le génocide, que c'est lui qui aurait provoqué la destruction, l'accident de l'avion dans lequel se trouvaient les présidents. Mais ça ne sont que des allégations. Il sait que voilà. En fait, ce qui est sûr, on va se revoir dans une autre vidéo, on va encore entrer un peu plus en profondeur en ce qui concerne ce problème de la RDC et du Rwanda ou du M23. On se voit prochainement, Inch'Allah.